titre de ce journal de 20 heures. 2020, année de Gaulle à Brazzaville, à l'occasion de l'année des Gaules et le 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville. Plusieurs célébrations inhérentes dans la ville de Brazzaville, capitale de la France libre, ont eu lieu devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Dossier Minembwe, Azarias Rouberois, à nouveau à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des députés nationaux sur l'installation du bourgmestre et autres animateurs de la commune de Minembwe. Inauguration d'une nouvelle unité de broyage à la grande cimenterie du Katanga avec une production de 300 000 tonnes par an dans 6 mois. Sauf imprévu, cette usine va également lancer la production du ciment d'une capacité de 2 200 000 tonnes par an. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette grande édition vespérale. 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville. Ce colloque qui avait pour thème de Gaulle et Brazzaville, une histoire partagée entre la France, l'Afrique et le Congo, rentre dans le cadre de cette célébration du ralliement de Brazzaville à la France libre. Et parmi les invités de marque du président Denis Sassou Nguesso, on pouvait voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo qui a regagné Kinshasa, la capitale, cet après-midi. C'est un colloque aux allures d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de pays de l'Afrique centrale. En raison de la pandémie de Covid-19, un protocole sanitaire particulier a été mis en place dans l'hémicycle du Palais des Congrès. Au lieu de restitution de la vérité historique franco-africaine, les colloques de Brazzaville a le mérite d'accorder la parole à 5 chefs d'État et de gouvernement de la République démocratique du Congo, du Tchad, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Gabon et du Congo-Brazzaville, pays hôtes. Devant ses invités de marque, le président Denis Sassou Nguesso a mis en exergue le rôle joué par la ville de Brazzaville il y a 80 ans dans la restauration de la souveraineté de la France, une page de l'histoire peu connue et très peu racontée. Voilà 80 ans que le général de Gaulle a uni son destin à celui des peuples de ce qui s'appelait alors l'Afrique équatoriale française, ainsi qu'à celui du Cameroun. Suite à l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres, suite au refus de la défaite et de la capitulation de la France devant l'Allemagne nazie, Brazzaville est devenue, selon les mots du général de Gaulle lui-même, le refuge de l'honneur et de l'indépendance de la France. Pour la France, représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, Brazzaville compte bien parmi les lieux de mémoire de l'Hexagone. C'est donc ici, à Brazzaville, que le général de Gaulle et ses premiers compagnons entreprirent, je cite les mémoires de guerre, d'arracher la France libre à l'exil. Et je pense que, 80 ans après, il faut remédier à cet oubli historiographique. Je pense qu'il faut le faire pour 2 raisons. D'abord parce que si l'on veut comprendre la France libre, si l'on veut comprendre comment elle a pu asseoir sa légitimité aux yeux des Alliés, comment elle a su trouver les ressources humaines, matérielles nécessaires à la poursuite de l'effort de guerre français, il faut comprendre ce qu'a été cette éphémère mais déterminante Afrique française libre. Du haut de la tribune du colloque de Brazzaville, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démontré que son pays, la République démocratique du Congo, a aussi contribué dans la résistance déclarée en 1940 par le général de Gaulle. Il n'a pas non plus oublié les affres de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est confrontée à l'est du pays à un terrorisme aveugle auquel s'adonnent des bandes armées qui font subir de violences sans nom aux populations et particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, tantôt violées, tantôt enterrées vivantes, tantôt décapitées. Comme hier,
Il est difficile pour un pays de mener seul ce combat. Cette lutte de tous les jours nécessite notre engagement, notre solidarité et la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ensemble ce fléau de notre siècle. L'avenir de nos enfants est à ce prix. Après cette participation active, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son bateau pour la rive gauche du fleuve Congo à Kinshasa. Assemblée nationale, la réplique d'Azarias Rouberois ce mardi sur les dossiers Minembwe devant les élus nationaux. Le ministre d'État en charge de la décentralisation estime que l'annulation de la création de la commune de Minembwe est précoce et discriminatoire. Mais en dépit des explications du patron de la décentralisation, les élus du peuple ont insisté sur ce qu'ils appellent caractère frauduleux de la création de cette commune. Sylvie Moembo nous en parle. De la thématique de l'ordre de mission à celle de la décentralisation en passant par l'installation du bourgmestre de Minembwe pendant près d'une cinquantaine de minutes, le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Rouberois, a tenu en haleine la représentation nationale avec les réponses qu'il réservait aux questions lui posées lundi 19 octobre dernier à l'occasion de son interpellation initiée par le député national Moïndo Nzangi. Il a beau séquencer ses réponses, il n'a malheureusement pas convaincu l'interpellateur. Comme de tradition, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a donné la parole à Moïndo Nzangi pour sa conclusion. Ce dernier a battu en brèche l'argumentaire du ministre d'État et lui demandant d'en tirer toutes les conséquences. Et j'ai démontré à suffisance qu'il y avait conflit de compétences. J'ai aussi profité pour corriger certains égarements historiques qu'il essayait de démontrer en disant que les Banyamulenge sont là depuis 1800, alors que des textes existent pour dire qu'ils sont arrivés depuis 1753. Et donc je crois qu'au vu des éléments qui ont été démontrés et des mensonges qu'il a voulu distiller au niveau de l'Assemblée nationale, qui s'apparente à l'outrage au Parlement, je lui ai demandé de déposer sa démission. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, qui a salué le caractère républicain du débat, s'est saisi des recommandations faites par l'interpellateur pour sensibiliser le gouvernement pour la réévaluation du décret créant Minembwe commune rurale, mais aussi toute autre entité qui poserait encore des problèmes. Je peux donc reconnaître que dans ce débat, il n'y a ni opposition ni majorité. Seuls des représentants du peuple à la recherche de la vérité et soudés autour de valeurs qui ont été évoquées souvent dans ce débat, la paix, rien que la paix, le rejet du tribalisme et de l'ethnicisme et l'attachement à l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, c'était Minembwe, demain, ce seront d'autres sujets, peut-être ceux qu'on a évoqués sur la grève des enseignants ou le chômage des jeunes, mais nous sommes conscients, comme Assemblée nationale, nous sommes, nous, les 500 élus légitimes du peuple mandatés pour 5 ans, conscients que nous sommes dans un contexte difficile, entaché par le Covid, mais qu'il nous faut et nous devons continuer à donner de l'espoir à nos populations par un meilleur contrôle parlementaire. La présidente de l'Assemblée nationale a donné au député national Arbi Gobé du MLC la parole pour une motion sur la situation qui prévaut à l'Équateur où s'affrontent pro et anti-représentants légaux de la communauté islamique du Congo. Et dans le secteur de l'économie, les opérateurs économiques subissent des pressions énormes. Le gouvernement de la République va s'y pencher bientôt. En tout cas, le Premier ministre a instruit le vice-premier ministre, ministre en charge du budget en sa qualité de président de la commission ECOFIN, à lancer ces échanges. Pompomba, Françoise Bouila nous en disent long. Malgré la crise économique, Père Noël sera au rendez-vous en décembre.
Et par anticipation, le gouvernement Ilunga veille à l'équilibre des stocks des biens pour éviter les ruptures. Ce mardi 27 octobre 2020, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a donné des instructions aussi bien que sur les tracasseries dont sont victimes les opérateurs économiques. Le stock de certains produits de première nécessité ne garantit pas tellement les bonnes fêtes. Et le Premier ministre a donné instruction aux membres du gouvernement ainsi qu'à la FEC qui était présente pour que tout soit fait, pour que les Congolaises et Congolais passent les fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions. Monsieur l'administrateur délégué de la FEC a relevé malheureusement quelques tracasseries que subissent certains opérateurs économiques, ce qui expliquerait cette situation que je venais de souligner. C'est dans ce cadre que le Premier ministre m'a instruit, en tant que président de la commission ECOFIN du gouvernement, d'organiser des journées d'échange avec des opérateurs économiques pour comprendre leurs problèmes et essayer de proposer des pistes de solutions au gouvernement. La réunion hebdomadaire du comité des conjonctures s'est aussi penchée sur la stabilité du cadre macroéconomique et le comportement des matières précieuses. Le Premier ministre a instruit Madame la vice-ministre des Mines de continuer à encourager les entreprises du secteur minier, de faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes qui se posent aux entreprises minières et s'il y en a de les solutionner conformément aux lois du pays, parce que ce secteur mérite le soutien du gouvernement. L'inflation est contenue. Le taux de change a conservé sa stabilité au parallèle et à l'indicatif. Et au chapitre de la santé, le ministre de tutelle a échangé avec le Bond syndical de médecins sur l'harmonisation de liste de la paye de médecins pour le mois d'octobre. De l'Ordre national de médecins, l'inspecteur général de la santé, le délégué syndical du SINAMED, SIMECO, SILIMED, le collectif de médecins non payés et les représentants de la direction des ressources humaines du ministère de la Santé étaient tous conviés ce mardi 27 octobre 2020 à une importante séance de travail conduite par le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo. Une rencontre qui résulte de la précédente réunion qui a mis un accent particulier sur le toilettage des anciens listings de paye de médecins et avec pour objectif principal de payer plus de médecins. Le but de ces travaux, c'est la paye de médecins. C'est-à-dire nous devrons arriver à payer un grand nombre, à dégager des fichiers de médecins, tous ceux qui ne méritent pas la prime des risques. Il y a des gens qui ont quitté les pays des années et des années, mais qui continuent à percevoir la prime des risques. Il y a des gens qui ont quitté les services de l'État depuis des années, qui continuent à percevoir la prime des risques. Et pire encore, il y a de ceux qui ne sont pas médecins, qui perçoivent la prime des risques. Alors l'Excellence s'est acharnée sur cette question, il a convoqué la réunion, on commence déjà les travaux en commission, mais la sous-commission va d'abord travailler au niveau de l'inspecteur général de la santé, et ensuite nous attendrons les rapports qui proviendront de l'ordre de médecins dans les fichiers globaux de la paye de médecins. Un fichier qui comprend plus ou moins 12 085 médecins. Et donc dans ces 12 000, nous devons y travailler pour ressortir toutes ces catégories de fraude. Il s'est de préciser que dans le tout prochain jour, les travaux en commission seront entamés afin d'en finir avec tous les cas ou dossiers irréguliers. Allez, nous prenons la direction de l'ICASI où Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a lancé la nouvelle unité de broyage de charbon à la grande cimenterie du Katanga. Tenez-vous bien, avec une production de 300 000 tonnes par an dans 6 mois. Sauf imprévu, cette entreprise va également lancer la production du ciment d'une capacité de 2 200 000 tonnes par an, nous fait dire Betty Amane. Après 2 ans et demi des travaux de génie civil, la grande cimenterie du Katanga, GCK en sigle, est prête enfin à produire de la chaux moderne à partir de la ville de Likasi et son inauguration est intervenue ce lundi devant les sénateurs, députés nationaux et provinciaux, ministres nationaux des Mines, Willy Kitobo Samsoni et Julien Paluku de l'Industrie, maître de la cérémonie ainsi que le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoué-Kimimba. Ce dernier a, dans son mot de bienvenue, fait savoir que la construction de cette usine dans le Haut-Katanga est un honneur
d'honneur car celle-ci réduira le taux de chômage dans la province. Demander aux uns et aux autres, en dépit de l'abondance de leurs occupations, de s'approprier le projet pour que définitivement nous puissions, tant soit peu, résoudre la question de l'emploi dans notre province et dans notre République. La grande cimenterie du Katanga ne va pas se limiter seulement à produire les 300 000 tonnes de chaux, mais elle envisage aussi produire plus ou moins 2 millions de tonnes de ciment gris dont l'usine est en construction. Le directeur général de la GECAMINE, Sam Alukonde, a demandé aux responsables de la grande cimenterie du Katanga de continuer avec son élan de développement. Le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku, a salué la construction de cette usine qui concrétise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à diversifier l'économie du pays. Donc au niveau de l'économie congolaise, cette seule entreprise de la grande cimenterie du Katanga va nous permettre d'épargner près de 3 milliards de dollars que nous aurions dû sortir du pays et ainsi affaiblir l'économie congolaise. Voilà pourquoi nous nous inscrivons dans la philosophie de la protection de l'industrie locale et c'est l'essence de notre présence ici. Juste après son mot, le ministre de l'Industrie, à côté de celui des Mines et du vice-gouverneur, procède à la coupure du ruban symbolique avant d'actionner les machines de cette usine. Pour terminer, tous les invités ont été conviés à visiter l'usine de fabrication de ciment en construction et d'ici 3 mois, la nouvelle usine pourra lancer sa production. L'accès de la femme à l'information demeure tributaire de plusieurs facteurs limitatifs tels que le manque de culture d'écoute de l'information, peu d'intérêt accordé par la femme à l'information et même le manque d'appareils de réception des informations qui d'ailleurs, dans la plupart des familles, n'appartiennent qu'aux hommes. D'où la nécessité de créer une radio thématique uniquement pour la cause des femmes. C'est un récit de Jessie et Kabasele. Une première en République démocratique du Congo. La femme congolaise a désormais sa radio. Elle émet sur 95.3 MHz, la radio de la femme. Une initiative de Elfie Esther Kishi Ilunga, présidente de l'ONG Génération Femmes et membre de African Women Leaders Network DRC. Le go a été donné le samedi dernier par David Jolino Diwampovesa Makelele, ministre d'État, ministre de la Communication et Médias. Pour le ministre de Médias, dans un environnement sonore longtemps dominé par les hommes, les femmes ont mis du temps à se forger une place à la radio. Auditrices assidues depuis l'origine, elles ont pourtant contribué à façonner l'histoire de ces médias. Mesdames et messieurs, dans une civilisation de l'oralité comme les la nôtre, et aussi dans une circonstance comme celle-ci, la radio demeure une véritable porte ouverte pour la diffusion des nouvelles et des messages à impact immédiat à destination de toutes les couches de population, même les plus défavorisés et les plus élevés. L'occasion pour moi de réfléchir avec vous à la haute sur cette curiosité inédite dans notre pays, une radio des femmes. Pendant que nous comptons sur le fonds baptismaux radio de la femme, j'exhorte les journalistes en général et ceux qui sont habités par un certain professionnalisme, une certaine éthique, une certaine citoyenneté. Je les convie à utiliser à bon escient leur pouvoir et à se communiquer contre certaines déviances dans leur prestation pour apporter leur concours au maintien de la paix et de la sécurité ainsi qu'au raffermissement de notre tissu social. La radio de la femme n'est pas seulement une nouveauté au pays des mamans Angebi et Pauline Lissanga, mais dans toute l'Afrique centrale. Cette radio se veut aussi et surtout une radio de développement sous toutes ses formes. Le clou de la manifestation avait été le premier journal parlé présenté en direct de la salle à la satisfaction du public invité à cet événement. Et la coopération militaire au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale et la délégation russe, conduite par son ambassadeur accrédité à Kinshasa, je citais Alexei Saint-Tebov, et Mengui Mukena, ministre de la Défense nationale, a promis la matérialisation des accords déjà signés entre les deux pays dans le domaine militaire. Reportage signé Georges-Frédéric Anjibo.
L'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Alexei Santebov, a été reçu par le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, le professeur Emengo Mukena. En toile de fond, les questions liées à la coopération militaire entre les deux pays. Le diplomate russe accrédité en République démocratique du Congo a, au sortir de cette entrevue, expliqué l'objet de cette rencontre. On a discuté avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, les questions de la coopération militaire entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo. Il faut rappeler qu'en 1999, la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo, ils ont conclu l'accord sur la coopération militaire entre les deux pays. Et l'objet de ma visite d'aujourd'hui est de discuter les modalités de la réalisation du dit accord. Rappelons que la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie entretiennent de très bonnes relations bilatérales dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs de la coopération militaire, et veulent voir se matérialiser plusieurs accords déjà signés dans le cadre de la dite coopération. L'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu, dans le bloc dit Goma, c'est pour bientôt et le comité de suivi des études de faisabilité est déjà mis en place. Il va désormais procéder à l'évaluation de toutes les données. C'est un reportage de Janine Kelenga. Sur invitation du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, Afed Daoud, président du consortium EPPM est à Kinshasa. Accompagné de l'ambassadeur tunisien, il a pris part à ce jour au lancement des travaux d'évaluation des études de faisabilité pour l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans les blocs d'Igoma en vue de produire l'électricité. Le comité de suivi tant attendu est finalement mis en place par ma décision. Un agenda de travail sera élaboré par les membres de ce comité en collaboration avec les représentants de la société. Permettez-moi de vous rappeler que Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, le gouvernement tout entier et plus particulièrement les ministères des hydrocarbures souhaitent le démarrage effectif de l'exploitation du gaz méthane dans les blocs Goma, j'allais dire avant la fin de l'année, pourquoi pas même dans un mois. La rencontre de ces jours n'a pas laissé indifférent le numéro 1 du consortium EPPM. Aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, a annoncé la création du comité mixte qui va se faire entre les deux ministères des Hydrocarbures et de l'Énergie en vue de statuer sur les études et sur l'étude d'impact sur l'environnement, l'étude d'impact social, l'étude d'impact économique. Et ces étapes-là vont être cruciales pour le développement du projet, pour lever les fonds et pour commencer, espérant début de l'année prochaine, on va commencer à travailler sur le chantier. L'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans les blocs d'Igoma sera bénéfique pour la population de cette contrée. On sait qu'il va créer les emplois et éviter le risque d'explosion sauvage de ces gaz. Et le service national de la République démocratique du Congo a besoin d'un appui matériel et financier de taille pour assurer une bonne production agricole nationale. Et pour ce faire, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabouik, chef du service national, a échangé de la question avec une délégation des forces armées de la République arabe d'Égypte. Rodépanda nous en dit long. La délégation des forces armées égyptiennes, essentiellement composée des officiers militaires spécialisés dans les domaines de l'agriculture, pêche et élevage et encadrement des jeunes désœuvrés, séjourne à Kinshasa depuis le 26 octobre 2020. Établir un partenariat entre le service national de la RDC et celui de la République arabe d'Égypte, le sujet a servi de partage et d'échange entre le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, et la délégation des forces armées égyptiennes conduite par le général Mohamed Hamed Hegazi. Pour le général de brigade Kassongo Kabouik, patron du service national, cette structure, créée depuis le 15 octobre
1997 reste un modèle incontestable de la production agricole en RDC malgré le maigre moyen de son fonctionnement. Les tableaux de besoins présentés s'expriment en termes de manque de matériel et intrants agricoles pour lui permettre d'exploiter des grandes étendues. Cette présentation du commandement central du service national a convaincu et satisfait la délégation des forces armées égyptiennes qui a promis son appui matériel et financier avant de préciser qu'ils sont venus identifier et évaluer les besoins du service national congolais et en faire rapport à la haute hiérarchie égyptienne. Ces assurances de la délégation égyptienne ont réjoui le général Kassongo Kabouik pour l'intérêt que portent ces pays frères, l'Égypte, à la RDC. Il faut noter que l'Égypte a signé des partenariats avec la RDC dans plusieurs domaines en plus du secteur agricole. Cette coopération égyptienne dans le secteur agricole, pêche et élevage est très bénéfique pour la RDC, d'autant plus que le génie militaire égyptien est très développé et constitue une meilleure main-d'œuvre. Et comment promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes Congolais? C'est pour répondre à cette question que la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse a signé un protocole d'accord de 3 ans avec l'ASBEL Dynamique de jeunes entrepreneurs du Congo. C'est un reportage de Jacques Kabamba rendu par Eric Kabamba. C'est une signature de l'accord qui vient de cimenter le partenariat entre la dynamique des jeunes entrepreneurs du Congo, JEC, et la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Lumulop. Cet accord d'une durée de 3 ans porte sur plusieurs volets, dont la promotion de la nouvelle classe par la création de richesses. En outre, le protocole prévoit aussi la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et créer un lobbying des entrepreneurs et industriels congolais. Une collaboration qui dénote la ferme volonté commune de booster le leadership des jeunes, a mentionné le responsable de la JEC, Médard Eshika. La dynamique des jeunes entrepreneurs du Congo entre dans le cadre de la vision du chef de l'État, dans sa vision, dans l'entrepreneuriat des jeunes, dans ce pilier 11-12 auquel il a toujours souhaité qu'il y ait de la classe moyenne pour la jeunesse congolaise dans le sens de l'entrepreneuriat. Et c'est pour accompagner, consolider et mettre en œuvre la vision du président de la République et mettre un engrenage que peuvent faciliter les jeunes entrepreneurs et voir par quel moyen les accompagner et pour promouvoir la classe moyenne de l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Les deux parties ont promis des contacts réguliers pour pouvoir s'informer mutuellement de toutes les réalisations qui seront faites sur le terrain. Plus de 5000 personnes sur le site d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, manquent d'eau potable. Pas d'infrastructure routière viable pour y accéder. En tout cas, le chef spirituel de l'église kimbangiste lance un appel de détresse au chef de l'État à travers son émissaire, Laurent Batoumona. Son éminence Simon Kimbangu, il a des idées nouvelles, des suggestions qu'il peut proposer pour que le pays se reprenne. En tant que notable Nekongo, j'ai cette obligation de venir aussi lui souffler à l'oreille les souhaits du président étant donné que nous sommes parmi ses proches collaborateurs. 2, nous allons transmettre à la hiérarchie l'état de la route sur tous les ponts qui sont exigus. C'est ça qui entraîne qu'il y ait beaucoup d'accidents. Nous pressons le président parce que le courant est permanent ici à Kamba, 5 sur 5. C'est comme, même nous à Kinshasa, nous en souffrons, mais ici, il y a une permanence. Ça signifie que les 100 jours du président ont payé pour nos frères et sœurs du site de Kamba. Et son éminence a souhaité que je puisse transmettre au chef de l'État le problème de l'eau courante ici à Kamba. Il m'a parlé des rivières Mpioka, ainsi qu'une autre rivière qui peut permettre à ceux qui, la motopompe puisse partir de là pour alimenter la cité de Nkamba. Voilà ce que je vais transmettre au chef de l'État comme désir ardent de son éminence Simon Kimbangu. Son éminence était très attentionné par rapport à ces sujets, parce que le peuple de Dieu fait partie du peuple congolais. Quand le peuple souffre,
son éminence doit compatir à ces souffrances. Il a donné une réponse favorable qui va prendre part aux consultations de la République valencienne. Les mamans éléphants, cette nouvelle structure vient de voir le jour au sein du parti politique Union de fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle. Cette initiative de la vice-ministre honoraire de droits humains, Magui Sakina, vise la redynamisation de cette formation politique de Gabriel Kyungu-Wakumwanza. C'est un reportage de Rick Joké et Patti Etondongo. L'UNAFEC a désormais une nouvelle branche politique en son sein. Cette branche dite les mamans éléphants est l'initiative de Mme Sakina Binti Selemani Magui sous l'impulsion de son président national Gabriel Kyungu-Wakumwanza et la coordination de son secrétaire général Lama Mukalai. À la sortie officielle le samedi 24 octobre dernier, cette branche politique a reçu la mission d'assurer le rayonnement du parti à Kinshasa tel qu'au Katanga. Cette mission, explique-t-on, vise les préparations des échéances électorales de 2023 et leur succès éventuel. Cet événement a offert aussi une opportunité pour son initiatrice Magui Sakina Binti Selemani de présenter les membres au directoire et à l'interfédéral de Kinshasa après son installation officielle et à la prise d'acte de son installation par le vice-président Longange au nom du président de l'UNAFEC. Nous sommes satisfaits de l'initiative que le président national avait prise et a confié au vice-président Mama Sakina, qui a aujourd'hui présenté l'équipe qu'il a formée comme les mamans actives, les mamans éléphants. C'est notre point de départ ici à Kinshasa chez les mamans pour essayer de faire le travail du parti. Dans notre statut, il est prévu plusieurs branches. À l'instar du Katanga, c'est comme ça que nous nous sommes inspirés, pour que nous puissions aussi redynamiser la province de Kinshasa. Nous allons aussi créer une branche spécialisée de la jeunesse dénommée Élite. La présentation des mamans éléphants a permis au vice-président Longange de prendre acte de leur engagement et de les inviter à l'attachement aux idéaux et valeurs du parti prôné par son président national Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Et les consultations initiées par le président de la République préoccupent plus d'un citoyen. La communauté Tekewumbu soutient cette initiative du garant de la nation. Merci. Nous, membres de la communauté Tekewumbu, autochtones de la ville-province de Kinshasa, félicitons le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son souci du bien-être des populations congolaises et son courage politique. Les originaires de Kinshasa que nous sommes, les soutenons dans son combat pour l'avènement d'un état de droit. Il peut compter sur nous, Tekewumbu, dans son combat pour la démocratie et la défense de la Constitution. La tradition séculaire africaine a toujours recommandé à tout chef digne de son nom de consulter son peuple quand il rencontre des obstacles, tant visibles qu'invisibles. Il est sage, en cas de difficulté, de rechercher l'éclairage des notables représentatifs de son peuple. C'est pourquoi la communauté Tekewumbu soutient et encourage le président à mener les consultations qu'il a annoncées. Que vive la RDC, que vive la ville-province de Kinshasa. Je vous remercie. Et la présidente du bureau de liaison de l'Association internationale de sécurité sociale en Afrique centrale, Agnès Mouad-Nawej Katang, a visité les installations de la Caisse nationale de sécurité sociale, deux agents publics sous l'œil de Nadine Kilocho. Porter les informations du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale en Afrique centrale, s'enquérir du fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, CNSAP en sigle, tels sont les points qui ont fait l'objet de la visite de la présidente du Blézac, Mme Agnès Mouad-Nawej Katang, accompagnée de l'officier de liaison Elebeti Guia, de quelques hauts cadres de cet établissement public à la direction de la CNSAP. Une rencontre bénéfique où la présidente du Blézac a rappelé à ses interlocuteurs à suivre les lignes directrices telles que édictées par l'association sur le fonctionnement de la caisse. Ensuite, interviendra cet échange d'expériences entre deux caisseurs. Dans le cadre de notre programme d'activité des bureaux de liaison, on voulait échanger avec eux pour savoir quels sont les problèmes qu'ils ont, les préoccupations qu'ils ont, et leur porter aussi l'information donc sur le Blézac et sur l'ASS.
Oui, je crois que c'est déjà fait. Tout ce que nous pouvons dire, c'est d'apprécier d'abord le management, le chargé de mission, des SENSAP. Et ça, nous devons vous dire que nous avons apprécié la façon dont ils travaillent et les réformes qu'ils sont en train de mener. Nous attendons et pour voir. Et je crois que ça a tenu compte de toutes les préoccupations par rapport à la Convention 102. Nous attendons. Je crois que ça a été soumis au niveau du Parlement. Je crois que c'est une bonne chose pour SENSAP. Voilà un peu. Le chargé de mission de la SENSAP, M. Cédric Tambola-Mouké, s'est exprimé en ce terme. Nous avons recueilli les attentes, principalement la participation aux activités du bureau, au forum webinaire, mais également l'appel lancé de participer aux bonnes pratiques de l'AICES. Il s'est de signaler que la présidence du Blézac revient à la RDC pour un mandat de 3 ans renouvelable. Bientôt, le transport en commun ne sera plus un casse-tête à Kinshasa, à la capitale. La société Transco sera dotée dans le tout prochain jour d'un nouveau charroi automobile en provenance du Brésil. Et le bon syndical de cette entreprise a remercié le président de la République pour cette initiative. On s'était dit que comme Transco est en difficulté, les partenaires nous ont dit clairement que non, nous travaillons pour qu'on ne puisse pas mettre nos agents en congé technique, moins encore déclarer une faillite. Nous ne sommes pas en faillite, mais nous sommes en perte de vitesse. L'État devait donner des subventions régulières pour aider à Transco de mieux fonctionner. Là, nous profitons aussi de cette occasion pour remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne dort pas dans son oreiller, il n'est pas tranquille. Il cherche toujours à ce qu'il y ait des solutions durables pour le social de la population de la République démocratique du Congo en général et celle de Kinshasa en particulier. Nous espérons que dans les jours à venir, Transco va revenir à sa situation du passé. Nous demandons au chef de l'État, qui est notre père à nous tous, de garder le comité de gestion qui est à Transco. On voudrait dire par là les fils maison, qui connaissent bien là où ça sointe. Pendant que nous, Transco se bat, là-bas les amis de gauche à droite font du bruit au lieu de rentrer au bercail pour chercher des solutions par rapport à ce qui se passe à Transco. C'est pourquoi nous venons encore de plus remercier le chef de l'État pour ces gestes. Nous espérons que d'un moment à l'autre, Transco va revêtir son casquette du passé. Et quelques communiqués avant de clore ce journal. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public et l'Organisation internationale de la francophonie a lancé 2 appels à candidature. Il s'agit des candidatures au poste de responsable de la gestion de talents ainsi que des spécialistes de programmes en charge de la gouvernance du numérique. Ces appels à candidature sont ouverts jusqu'au 1er novembre 2020. Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations le site web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement. Et puis un communiqué du ministère de la Communication et Médias, il est ainsi libellé. Le ministère de la Communication et Médias informe les éditeurs de programmes, les télédistributeurs et les publics à la suite de l'examen de conformité des dossiers par le secrétariat général à la Communication et Médias et la commission ad hoc consécutivement au communiqué 19 octobre 2020. Les éditeurs de programmes et télédistributeurs dont les noms sont repris en annexe se sont déclarés en conformité avec la législation et feront l'objet des connexions ou de confirmations incessamment. Quant aux autres impétrants en situation irrégulière, non repris dans la liste annexe, ils sont appelés à régulariser leur dossier au plus tard dans les 48 heures suivant la date de signature du présent communiqué. Faute de quoi, il sera procédé à leur déconnexion du réseau TNT.
Il s'agit des Africa Union Service RDC de Stani Ndeta, Canal Plus de la société et Canal Plus, Nyota TV de Kitenge Kinkumba, Arc-en-Ciel, Univers Groupe TV d'Eric Mandala, Premium TV de Junior Kudura, HKM Sport de Kabulo Moana et Kabulo, Canal Futur de Kipjay Yves Moubamba, CSTV de Didier Boudimbu, TV selon le cœur de Dieu de Gabin, CBS du révérend Kim, Amen TV de Léopold Moutombo, Tolérance 0 TV de Makaya Kiela Serge, Nzamou Teva de Nzamou Papi. Et voici l'homme de François Moutombo, Apic Télévision de Anissé Yumba Ranyama, Pôle Noir Tol Nord TV de Charge Moutamontou Luamba, PES TV de Patrick Ngandou Chioyo, Face TV de Kadi Dedewat, Allo Tchangou de Ali Mbi Elio, et Gradi TV de Asbel La Bergerie, Jérusalem Bilanga TV de Kapuka, RTV Adventiste du 7e jour de la mission évangéliste des Adventistes du 7e jour, DRC Sport TV de Patrick Mangenda, RT de John Couet, Le Peuple d'abord de Serge Kayembe, Mervi TV de John Mopombo, ASB TV de Abraham Kabengele Chimbalanga et FM TV Show TV de Kabundi Wissa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Mais je vous rappelle le principal titre 2020, année de Gaulle à Brazzaville. À l'occasion de l'année de Gaulle et 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville, plusieurs célébrations inhérentes dans la ville de Brazzaville, capitale de la France libre, ont eu lieu devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement. République démocratique du Congo, dossier Minembwe, Azarias Rouberoa à nouveau à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations de députés nationaux sur l'installation du bourgmestre et autres animateurs de la commune de Minembwe. Inauguration d'une nouvelle unité de broyage à la grande cimenterie de Katanga avec une production de 300 000 tonnes par an dans 6 mois. Sauf imprévu, cette usine va également lancer la production du ciment d'une capacité de 2 200 000 tonnes par an. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à suivre ce journal de par le monde. Tous les héros dans l'ombre qui ont concouru à sa réalisation me charge de vous dire merci. Chers téléspectateurs, travaillez pour la beauté des choses et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bonsoir, 22h, retrouvez José Baïton.